Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre l'audition de Jean-Christophe Fromentin devant la Commission des affaires économiques du Sénat. Jean-Christophe Fromentin, c'est le président du comité de candidature de Paris pour l'exposition universelle 2025. Une candidature, vous le savez, qui a été retirée il y a 2 semaines. Alors sur Twitter, Jean-Christophe Fromentin avait violemment réagi. Je ne me retrouve pas dans cette France qui renonce, qui recule ou qui s'excuse. Le Premier ministre, Édouard Philippe, avait notamment pointé les faiblesses structurelles du modèle économique du projet français pour expliquer le retrait de cette candidature. Voilà, donc tout de suite, je vous propose de suivre cette audition. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour votre accueil et cette opportunité d'avoir un échange sur cette candidature de la France à l'Expo universelle de 2025. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de nous faire l'honneur de cette rencontre et de cet échange. Vous l'avez souligné, c'est une immense déception d'apprendre un samedi soir par un tweet du JDD que la France renonce après 7 ans de travaux sur cette Expo universelle. Après avoir déposé un dossier le 28 septembre dernier qui reprend tous les détails et qui a été composé avec l'État et de concert avec l'ensemble des partenaires publics et privés de ce grand projet. C'est une déception d'autant plus grande qu'il y a une opportunité par siècle d'accueillir une expo universelle. Et quand on regarde le témoignage et les résultats de ces grandes expos du 19e et leur impact sur la prospérité du 20e siècle, on voit combien passer à côté d'une opportunité comme ça est véritablement un sujet pour notre pays, pour la France. À mes côtés, Christian de Boissieu, qui travaille depuis 6 ans à nos côtés sur justement les modèles économiques et l'impact économique de l'Expo universelle. On reviendra dessus, qui avait été chiffré à peu près 23 milliards d'euros. Et Bréchal de chez Deloitte, puisque l'angle économique est particulier cet après-midi, et qui a travaillé à nos côtés aussi depuis plusieurs années sur la modélisation de cette Expo universelle. Quelques éléments pour se rappeler un petit peu des différentes séquences. Donc on a démarré ce projet, vous l'avez dit, en 2011. De 2014 à 2015, il y a eu à la fois des travaux parlementaires, il y a eu des travaux avec des étudiants, avec des universitaires, avec des entreprises. J'ai eu la chance de présider une mission à l'Assemblée nationale qui a conclu à l'unanimité des parlementaires à l'époque de la nécessité d'inviter le monde en 2025. Ça a été transformé ensuite par l'officialisation par le président de la République. Et la candidature s'est structurée, s'est organisée autour de 3 entités. Le comité Expo France 2025 qui regroupe 35 grandes entreprises françaises, une délégation interministérielle dirigée par Pascal Lamy et un groupement d'intérêt public à l'intérieur duquel figurait également la ville de Paris, la métropole et la région Île-de-France. Et ensuite, tout s'est accéléré ces derniers temps, puisque mai-juin, on a instruit avec l'État quel pourrait être le site qui accueille l'Expo universelle. C'est Saclay, vous l'avez rappelé, qui a été choisi. Ensuite, on a construit le dossier de candidature pour le remettre le 28 septembre au BIE, en même temps que le Japon, l'Azerbaïdjan et la Russie. Voilà, on a entamé la promotion internationale dès le mois de septembre. On était à Astana pour l'exposition internationale qui donnait un peu le coup d'envoi de notre communication et notre campagne de prospection internationale. Et puis on a eu une demande du Premier ministre concomitamment au dépôt du dossier, nous demandant de le rassurer sur la solidité du modèle économique, ce qui était plutôt une bonne nouvelle pour nous, puisque c'était un des axes assez différenciants de notre projet. Et nous avions financé quasiment à 100% la candidature sur fonds privés, ce qui était, sur un budget d'à peu près 30 millions d'euros, un test grandeur nature de l'appétence des acteurs privés à partir dans cette aventure de l'exposition universelle. L'ambition, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est donner rendez-vous au monde pour partager sur le thème que vous avez rappelé, la connaissance et la planète, les grandes innovations et les grandes perspectives du XXIe siècle. L'objectif était d'à peu près 40-45 millions de visiteurs, dont la moitié de visiteurs étrangers. Et il y avait 2 grands principes très nouveaux dans cette exposition universelle. Retrouver ce qui a été abandonné depuis quasiment l'expo de 1900, un objet central. Et donc l'objet sur lequel on travaillait avec des cabinets d'architectes et des bureaux d'études était un globe au 1,75 millième qui aurait permis à tous les pays du monde
de se valoriser et qui aurait été pour les visiteurs l'occasion de visiter, d'approfondir leur connaissance de la planète, fort de toutes les technologies immersives qu'on avait commencé à imaginer et à recenser. Ce globe était un peu le pavillon des nations, comme la Tour Eiffel et d'autres monuments ont été au 19e, le pavillon des nations, dans une construction tout à fait nouvelle. Et puis il y avait un deuxième concept très novateur qui était de préfigurer un peu l'architecture du XXIe siècle par un système de pavillons modulaires. Permettre finalement aux pavillons de construire des combinaisons très variables, très paramétrables, de telle manière à donner une nouvelle vie au contenu, au détriment des gestes architecturaux qui ont un petit peu, depuis maintenant 50 ou 60 ans, neutralisé l'innovation dans les expos universelles pour en faire plus des salons de l'architecture que véritablement des lieux d'expérience et d'innovation. Et donc, l'architecture et les grands prix d'architecture étant très portés sur ces architectures nouvelles, paramétrables et modulaires, on avait poussé très loin ce concept qui avait un double avantage, préfigurer l'architecture du XXIe siècle et réduire de 5 à 10 la facture des pavillons pour les pays, ce qui avait été extrêmement apprécié dans les premières prospections qu'on avait menées auprès de 20 ou 30 pays à travers le monde. Quelques éléments de contexte. Maintenant, je ne m'attarde pas sur l'exposition puisque c'est sur l'angle économique que vous nous auditionnez. Quelques éléments de contexte sur l'économie du projet. D'abord, ce projet a été construit sur une base de billetterie. Cette base de billetterie, en accord avec l'État, a été construite sur une hypothèse de 34 millions de visiteurs, à 34 € la visite, à fois 1,3 visites par personne, ce qui donne une recette de billetterie d'1,5 milliard, on y reviendra. Le sujet était conditionné dans le choix de Saclay, fait encore une fois avec l'État au mois de juillet dernier, dans le cadre d'une instruction des services de l'État de la préfecture d'Île-de-France. Le choix de Saclay ne s'entendait bien entendu qu'avec la ligne 18 et l'État étant instructeur du choix du site, on était extrêmement rassurés sur le choix de Saclay puisque aucune réserve n'a été mise à ce moment-là sur le risque de non-livraison de la ligne 18 pour l'Expo universelle, ce qui a amené le président de la République, le 28 septembre, à confirmer auprès du BIE le dépôt du dossier de la France. Néanmoins, moi, le 18 septembre, j'ai quand même écrit au Premier ministre pour lui demander une confirmation de cette ligne 18, courrier qui n'a jamais eu de réponse. Et pour autant, on a mis en place notre groupe de travail sur le modèle économique avec plusieurs grands acteurs du Conseil, dont Deloitte, Tage, le Crédit Agricole pour tout ce qui est refinancement ou financement des investissements, et le cabinet Veil, en la personne de M. Salabarou, sur tous les éléments de droit public internationaux très spécifiques à ce type d'opération. Ensuite, voilà, on avait sur ce modèle économique deux grandes composantes à intégrer suite à la demande du Premier ministre. La protection juridique de l'État, et là-dessus c'était assez facile dans la mesure où le BIE autorise l'État à mandater une personne morale de droit privé pour se substituer à l'État, pour autant que l'État puisse garantir que les moyens sont véritablement mis en œuvre pour faire l'exposition universelle. Et donc, c'est sur la base de cet article 10, alinéa 2 du BIE, que la proposition était faite qu'une organisation privée organise l'Expo universelle en récupérant le risque pour le compte de l'État et en l'organisant autour, et c'est le point supplémentaire, le point qui est au-dessous, autour de deux pôles, un pôle d'investisseurs et un pôle d'exploitation pour distinguer ce qui relève des investissements et de ce qui relève de l'exploitation, donc de l'accueil des visiteurs et des pays pendant la durée de l'exposition. Donc il faut bien comprendre que le projet économique, le modèle économique était de transférer à deux pôles, un consortium d'investisseurs et d'aménageurs, un groupement d'acteurs pour l'exploitation, l'organisation et les investissements de l'exposition universelle. Et donc ça donne... Voilà, faut que je trouve, voilà. Ça donne le schéma simplifié qui est celui-là, un organisateur, les deux pôles que j'évoquais, le consortium d'aménageurs et le groupement d'exploitants, le territoire de Paris-Saclay qui met à disposition 110 hectares et donc une ZAC Expo avait été créée par l'établissement public de Paris-Saclay et l'État qui mandate l'organisateur. Et toute la question, et c'est le cœur de la question économique dans ce schéma,
c'est finalement quelles sont les hypothèses de billetterie, puisque le point de départ de la démonstration économique part du groupement d'exploitants, de la redevance. Quelles sont les hypothèses de fréquentation et de tarifs? Est-ce qu'elles sont crédibles ou non? De manière à ce que l'exploitant puisse remonter une redevance à l'organisateur et lui-même financer un loyer auprès du consortium et financer un loyer auprès de Paris-Saclay. Et à ce moment-là, si les hypothèses tournent, le modèle économique est assuré. Et donc toute la question porte sur la billetterie, c'est-à-dire quelle fréquentation et quel prix de billet. Et c'est sur ces bases que l'évaluation du modèle économique peut se faire et sa qualité peut être appréciée. Alors, les chiffres, vous les avez, je ne vais pas revenir dessus, mais en gros, dans l'hypothèse validée par l'État, j'insiste, validée par l'État, donc qui était déjà une hypothèse dégradée à 34 millions de visiteurs, à 34 € le billet, fois 1,3 visites, on finançait très largement l'exposition. À la fois, le consortium avait un loyer qui lui permettait d'amortir son risque. L'établissement public recevait une forme de loyer ou d'indemnité qui était au-delà, très au-delà de la charge foncière qu'elle aurait pu imaginer dans un contexte sans l'exposition universelle. Et enfin, le Globe, l'objet central, était financé à hauteur de 630 millions. Donc dans l'hypothèse, et c'est ça qui nous a le plus surpris, une hypothèse déjà dégradée, validée par l'État, sur la possibilité de financer à la fois les investissements et de financer le territoire au titre de la mise à disposition de Paris-Saclay, l'hypothèse du dossier était une hypothèse totalement sécurisée. Pour autant, le Premier ministre nous a demandé de dégrader encore cette hypothèse et donc on a cherché le point mort de l'exposition. Et le point mort, on l'a établi à 25 millions de visiteurs, à 34 €. Et donc sur ce point mort, on avait toujours la solidité économique sur le projet d'Expo universelle, puisqu'on finançait le territoire pour la mise à disposition du site, tout en ayant toujours une équation pour la ZAC de Saclay plus favorable que sans l'exposition universelle. On finançait le Globe avec moitié moins, certes, mais pour autant 300 millions, plus de 300 millions d'investissements pour le Globe. Et donc on assurait le loyer aux investisseurs pour pondérer le risque des investisseurs étant surtout un risque de temps, puisqu'en gros on leur demandait de construire à partir de 2020, de livrer en 2025, de démanteler certaines des installations à leurs frais après 2025 et de récupérer finalement un revenu immobilier qu'à partir de 2027 ou 2028. Donc le loyer venait pondérer ce risque de temps, de perte de temps pour le pôle d'investisseurs. Donc la question centrale, c'est est-ce que les prix des billets et est-ce que la fréquentation étaient ou non des hypothèses raisonnables? Et quand on dit on met en doute le modèle économique, on met en doute, et c'est légitime qu'on puisse le faire, les hypothèses de billetterie et les hypothèses de fréquentation. Et donc dans ces tableaux, on montre que sur le prix des billets, on s'est situé par rapport à différents types de parcs ou d'équipements de loisirs, la Tour Eiffel, le Futuroscope, le parc Astérix, le Puy du Fou ou Euro Disney. On était plutôt dans la moyenne basse, et donc il n'y a pas de surestimation. Et le prix moyen étant de 34 €. Vous voyez que par rapport à ces tarifs généralement pratiqués, l'entrée à l'Expo universelle n'était pas surévaluée dans cette hypothèse. Et donc les travaux qu'on a menés avec le BIE et avec tous les partenaires convenaient que cette hypothèse à 34 € était en deçà des prix même d'accès à d'autres expositions universelles. Deuxième question. Est-ce que l'hypothèse de visiteurs était réaliste? Et donc là, on a deux types de visiteurs, les visiteurs internationaux et les visiteurs nationaux. Là aussi, sur les visiteurs internationaux, comme vous voyez dans le tableau, on était plutôt sur une hypothèse basse, à la fois dans l'hypothèse dite du dossier de candidature, c'est-à-dire à 34 millions de visiteurs, puisqu'on était dans ce cas-là à 15 millions de visiteurs internationaux, et à 11 millions dans l'hypothèse très dégradée demandée par le Premier ministre. Et dans les deux cas, quand on regarde le pourcentage par rapport au tourisme qui est en France,
on est à 18% ou à 13%, c'est-à-dire dans des proportions qui sont très basses par rapport à la capacité de la France en termes de tourisme. Et ce qu'il faut noter également, c'est que concomitamment à cet abandon, le Premier ministre annonçait l'objectif de 100 millions de touristes en 2020, dont on pourrait espérer que ce chiffre serait porté à 110 ou 120 millions en 2025. Donc réellement, les hypothèses de visiteurs internationaux sont des hypothèses qui sont très conservatrices, voire très très conservatrices dans le modèle dit point mort, qui est le modèle à 25 millions de visiteurs. Ensuite, on a calculé, bien sûr, les visiteurs nationaux, puisque 50% sont internationaux, 50% sont nationaux. Et là aussi, on voit que, à la fois dans l'hypothèse du dossier validé par l'État, c'est-à-dire à 34 millions de visiteurs, et dans l'hypothèse à 25 millions de visiteurs, on est à 27 et 20%, donc tout à fait dans l'épure de ce qui se fait traditionnellement dans les expos universelles. Donc il n'y a pas de surjeu des hypothèses de fréquentation internationale et nationale. Ensuite, on nous a demandé de faire un modèle Milan, ce qui était un peu absurde dans la mesure où ça revenait à comparer les performances de Paris et du Grand Paris à celles de Milan et de la Lombardie. Et donc on a fait cette hypothèse Milan. Vous avez là une règle de 3, tout à fait simple. Milan a fait 20 millions de visiteurs, 14 millions de nationaux, 6,7 millions d'internationaux. Quand on convertit par une simple règle de 3 les hypothèses Milan, on tombe à 28-30 millions de visiteurs, c'est-à-dire au-delà même du point mort de l'Expo. Ce qui montre que quand le Premier ministre nous dit dans l'hypothèse Milan, pour autant qu'elle soit crédible compte tenu des performances de Paris par rapport à Milan, le dossier n'est pas solide, c'est faux. C'est totalement faux. Dans l'hypothèse Milan, on est à 28-30 millions de visiteurs. Et à 28-30 millions de visiteurs, on finance le territoire, on finance le globe, l'objet central, on finance le loyer de l'aménageur qui prend le risque sur les investissements. Donc, on a contesté très fortement le prétexte du modèle économique comme étant la cause de l'annulation de la candidature française. On y reviendra peut-être, mais je ne pense pas que la cause soit celle-là. On va dire que je suis la régionale de l'État, puisque, en plus d'être sénatrice de l'Essonne, je suis conseillère départementale du plateau de Saclay. Donc, là où ça devait se faire, j'allais en effet parler de toute façon des déclarations du président de la République, qui le 25 octobre nous avait honoré de sa présence. Le plateau de Saclay, c'est un mélange extraordinaire de terres agricoles, les plus proches de Paris, qui sont sauvegardées dans une zone bien protégée, en fait naturelle et agricole, et en même temps un projet absolument dingue qui est de faire la Silicon Valley à la française, avec toutes les grandes universités, écoles d'ingénieurs, organismes de recherche aux portes de Paris. Et je crois que vous avez été charmé par ça, Jean-Christophe, et puis toute votre équipe, parce que la thématique est complètement en fait été faite pour nous. Et donc, nous, on a bien sûr beaucoup apprécié de travailler avec vous, mais je dois dire que vraiment, enfin, le plateau s'attendait à ça. Moi, je pense que vous avez été victime de la Société du Grand Paris, vous avez été victime de la ligne 18, et que c'est dans ce sens-là qu'il faut le dire. C'est que je pense qu'en fait, pour pouvoir débrancher, ou en tout cas annoncer un report sûrement dans les prochaines semaines de la ligne 18 et de nombreuses autres lignes de la Société du Grand Paris, il fallait d'abord débrancher l'Expo universelle. Je pense aussi que le Premier ministre ne croyait pas, en effet, à cette expo, parce qu'il amalgamait la Coupe du Monde, il m'avait dit textuellement, la Coupe du Monde de rugby une année, ensuite Jeux Olympiques, une troisième année, une expo universelle, sans comprendre que, comme vous l'avez très bien expliqué, le mécanisme économique n'a rien à voir avec ça. Donc, je crois que le président de la République y croyait un peu plus, mais c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous dire que nous avons, au sein du département de l'Essonne, hier, fait une motion demandant maintenant à ce que ne croyons plus du tout en la promesse de l'État, de nous garantir la ligne 18, ou en tout cas, si ce n'était pas le cas, de pouvoir revenir sur certains projets, et ça nous ferait vraiment mal au cœur, d'implantation de grandes entreprises qui vous auraient suivi, de toute façon, comme vous l'avez dit, EDF y a mis son principal centre de formation, enfin bon, mais tout ça dépendait de la ligne 18. Moi, je voulais juste vous poser une question, parce que vous ne l'avez pas développée.
il y avait aussi une particularité sur ce projet qui était de prolonger les pavillons étrangers, internationaux, en leur proposant de rester comme une sorte de zone franche sur le plateau et de pouvoir continuer les partenariats économiques, universitaires, et avec la France au port de Paris. Et je trouvais que cette idée avait été extrêmement originale et donc j'aurais bien aimé que vous ayez développiez là-dessus, même si voilà, ça n'est que plus qu'au même plus au conditionnel, au passé. Voilà. Ça peut nous inspirer peut-être. Serge Babary. Oui, merci, Monsieur le Président. Même si il faut parler au conditionnel et au passé, je serais tenté de poser une première question. Et maintenant, est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce que la position du Premier ministre est ferme, définitive et ils peuvent être amenés à changer? C'est arrivé dans d'autres occasions. Et je voudrais aussi faire un témoignage sur l'excellent travail que vous aviez fait pour mobiliser les territoires autour de ce projet, avec un Tour de France qui avait fait 17 étapes. Et on avait eu le plaisir de vous accueillir à Tours, puisque Tours Métropole fait partie de cela. Et la thématique retenue pour la région Centre-Val de Loire, autour de la métropole de Tours, c'était les jardins. Et je veux témoigner de la mobilisation de tous les acteurs, des dizaines de grands acteurs dans ce domaine, Chaumont-sur-Loire, Villandry, tous les grands châteaux du Val-de-Loire, qui étaient prêts à participer et qui déjà ont travaillé pas mal. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser retomber non plus, à travers la France, la mobilisation faite autour des 17 thèmes que vous aviez bien voulu associer à votre démarche. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Cécile Cukierman. Oui, merci. J'ai envie de dire merci pour cette présentation dans un contexte compris qui n'est pas évident, puisqu'on vous demande de revenir sur la valorisation d'une candidature qui a été annulée dans les conditions que vous avez rappelées. Moi, je crois que, bon, outre la forme qui n'est pas digne de la part d'un gouvernement, cela met effectivement à mal ce qui a pu être travaillé à travers cette candidature. Ça vient d'être rappelé avec la mobilisation, y compris pour la candidature 2025 de 17 territoires, donc à l'échelle de la France métropolitaine, et donc pas simplement un seul site, même s'il y avait le site de Saclay comme emblématique, fédérateur et rassembleur. Dire également, parce que bon, on entend beaucoup sur cette thématique des grands projets, la question de la dépense. Mais voilà, est-ce qu'on peut mieux mesurer encore, mieux faire comprendre encore tout ce que ça peut rapporter, avoir comme retombée économique, comme mobilisation des énergies, et peut-être avec aussi une certaine éthique, puisque bon, on a vu sur certaines expositions universelles parfois quelques critiques quant à la présence de certains stands, de certains pavillons, quant à la présence de certains partenaires. Je crois qu'au-delà en tout cas de ce débat qui a pu exister dans les différents pays qui ont organisé par le passé, dans les dernières années, ce type d'exposition, pour avoir participé à un certain nombre en tant que conseillère régionale, en tout cas moi redire, je crois que c'est des beaux moments qui effectivement, au-delà de fédérer un pays, en fédèrent plusieurs et créent de vraies dynamiques. Et donc un petit peu comme mon collègue précédemment, j'ai envie de dire, et maintenant une simple croix, il reste quelque chose pour d'autres projets plus tard, et garder en tout cas cette fédération de l'animation telle qu'elle a pu être faite, voilà un petit peu voilà, sans vous demander vos suites, sans croire beaucoup au retour en arrière aussi, mais en tout cas voilà, voir comment cette énergie peut ne pas s'arrêter par un simple tweet, ce serait quand même dommage, même à l'heure du tout numérique, de se dire que tout peut s'arrêter comme ça. Je m'excuse, je suis un peu ironique, mais voilà, avec beaucoup de respect quand même. La question, c'est est-ce qu'on peut y aller sans l'État? Xavier Iacovelli. Oui, merci. Effectivement, vous êtes les victimes collatérales du Grand Paris et de l'abandon probable
dans quelques jours, voire quelques semaines, de la ligne 18. On peut le regretter sur notre territoire. Moi, je suis effectivement élu francilien dans le même département que vous. Moi, ma question, et qui reprend un peu celle de mes collègues, c'est tout le travail que vous avez capitalisé pendant 7 ans. Est-ce qu'il s'arrête définitivement après ce tweet, après la décision unilatérale du Premier ministre, ou est-ce qu'il y a un après possible ? Est-ce que les territoires peuvent reprendre la main là-dessus avec un partenariat effectivement avec le privé ? Et puis, dans le cas où c'est pas possible, je vous pose la question effectivement de votre équipe, puisque je crois que c'est 6 ou 7 personnes qui travaillent depuis maintenant un bout de temps à vos côtés. Quid de ces équipes ? Voilà, je pense que c'est aussi important de soulever ce point. Merci Xavier. Laurent Lafont. Oui, pour l'avoir un moment, pour y avoir un moment participé aussi, j'atteste qu'il y a eu un énorme travail fait depuis des années sur ce dossier, et je trouve que la façon de l'interrompre est évidemment incorrecte. Elle pose aussi question sur le processus de décision de l'État, parce que si ce projet devait être interrompu, il aurait dû l'être beaucoup plus tôt. Du point de vue de l'image internationale de la France, déposer un dossier devant un bureau international pour le retirer 3 mois plus tard, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de donner une image d'un retour de la France sur le plan international et économique. Et par rapport aux entreprises qui ont participé activement, un certain nombre d'entre elles, au dossier, là aussi, il y a, me semble-t-il, une difficulté d'interprétation. Du reste, bon, il y a évidemment la question de la ligne 18, tout le monde l'a à l'esprit. Le fait de faire sauter l'exposition universelle rend possible un report de la ligne 18. Je ne sais pas si on peut parler d'annulation de la ligne 18, mais en tout cas un report de la ligne 18. Je me demande aussi, je dis de manière un peu interrogative, mais s'il n'y a pas une crainte de la part de l'État que les entreprises, dont on sait qu'elles étaient un peu plus naturellement intéressés par l'exposition universelle que par un autre grand événement sportif qui aura lieu un an plus tard. Du coup, est-ce qu'il n'y avait pas une crainte d'assécher un petit peu des financements privés pour les 2 événements sportifs qui devaient avoir lieu en 2023 et 2024? Et puis, dernière question très précise, est-ce que, à votre connaissance, l'État a officiellement notifié au Bureau international des expositions le retrait de la candidature, ou ça s'est arrêté à ce courrier envoyé à la mauvaise adresse, à une des bonnes personnes, mais à la mauvaise adresse? Voilà. C'est vrai que c'est troublant. La parole est désormais à Fabien Gay et ensuite Anne Chin. Merci Madame la Présidente. Monsieur Fromentin, bonjour. Moi aussi, je le redis sur la forme, je crois qu'on ne peut pas arrêter un projet qui a mobilisé différents acteurs et actrices, des élus, des citoyens, vous-même, pendant 7 ans. Comme cela, moi, ça m'interroge quand même lourdement sur les process de décision de l'État. Moi, y compris un courrier, ça ne me satisfait pas. Je pense qu'il aurait dû avoir plusieurs réunions de concertation avec vous. Et puis si vous aviez vu le nombre d'arguments que vous avez donnés, je crois que c'était le minimum à faire. Je trouve que c'est d'une inélégance, pour ne pas dire plus, assez fort. Et que si c'est ça le nouveau monde, alors définitivement, je fais partie de l'ancien. Sur le fond, moi, bon, un certain nombre de collègues le disent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? A priori, seul, on ne peut le faire sans l'État. Donc, je vous pose la question. Je me répète. Et puis parce que je crois qu'on ne peut pas abandonner un tel travail. Je le dis comme ça, pour ce territoire. Et la dernière chose, je crois quand même que ça doit nous interpeller, élus franciliens, mais pas que, bien au-delà. On le sait, est-ce que vous-même, vous pensez que la profonde raison de cet abandon, c'est une reculade qui s'annonce sans précédent sur le Grand Paris Express? On a entendu que la ligne 18 devrait être, je l'espère, mais abandonnée. Repoussée, oui, on va voir. Et la ligne 16 et 17, puisque je suis élu en Seine-Saint-Denis, on nous annonce clairement déjà que ça ne sera pas pour les JO et qu'il y aura difficulté à le boucler dans les temps prévus, et on verra.
Donc est-ce que c'est pas cela qui, mon collègue l'a dit, mais on devrait avoir une annonce d'ici quelques semaines. Et est-ce qu'ils prennent papier sur ça pour dire bon, bah du coup, s'il n'y a pas l'expo universelle, il ne faudra pas la ligne 18. Voilà. Et dernière chose, très court, mais est-ce que, même si vous y avez répondu, mais je reviens, mais sans... Est-ce que, comme ils ne s'attendaient pas non plus à ce qu'on ait l'obtention de la Coupe du Monde 2023 de rugby, est-ce qu'on est en capacité, mais là je nous interroge collectivement, je n'ai pas la réponse, mais est-ce qu'on est en capacité collectivement d'accueillir 3 événements, même s'ils sont différents, je suis d'accord avec vous, même si c'est un autre public, etc. Est-ce qu'on est en capacité de pouvoir accueillir Coupe du Monde 2023, JO, exposition universelle, même si d'autres l'ont déjà fait, des JO, des Coupes du Monde en 2 ans, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Voilà, je vous remercie. Nous vivons un moment rare de concorde entre la Seine-Saint-Denis et Neuilly. Il faut s'en délecter. La parole. Bon, la parole. Pardon de cette petite boutade. Est à Anne Chain-Larché, puis à Catherine Procaccia. Oui, ben, écoutez, je partage bien sûr l'avis général d'immense déception. Une exposition universelle, c'est la grandeur d'un pays, partagée avec bien sûr de très nombreux pays dans le monde entier. Déçue d'autant plus que Seine-et-Marnaise, je soutenais, vous vous en doutez bien, le projet Marne-la-Vallée. Mais voilà, ce que je veux dire très simplement, c'est que la brutalité avec laquelle les choses se produisent est absolument intolérable. D'une part parce que vous portez ce dossier depuis 7 ans, porté par les élus, porté par les acteurs économiques du territoire. On aura tendance à vous dire, nous sénateurs, que nous commençons à être un peu habitués aux méthodes brutales venant de ce gouvernement. On les a goûtées dans plusieurs domaines. Malgré tout, ce qu'il faut, c'est effectivement avoir une réponse sur la motivation de cette décision, mais une véritable réponse. Nous avons interrogé le préfet de région qui nous parle de montage financier qui ne tient pas debout. Évidemment, c'est imparable, on ne peut pas le discuter. Malgré tout, ce que l'on voit, et c'est partagé par l'ensemble des élus franciliens de cette salle, ce que l'on voit, c'est que cela vient faire péricliter des projets, notamment le Grand Paris Express. Donc chez nous, c'est la ligne 13, la ligne 17, la ligne 16, avec 3 arrêts qui étaient prévus en Seine-et-Marne. Chez vous, bien sûr, c'est la ligne 18. Donc, on ne sera pas prêt pour les JO, alors que les financements, eh bien, tous ces franciliens de grande couronne y participent depuis des années, et ça pose vraiment une question à la fois d'éthique et puis de justice et de juste retour pour ces financements. Et l'autre sujet, c'est de se dire, est-ce qu'on a le droit de se laisser traiter de la sorte sur des projets qui sont extrêmement structurants, qui effectivement risquent de s'enchaîner 2023, 2024, 2025. Quel pouvoir avons-nous, nous, sénateurs et collectivités confondues, pour éventuellement faire inverser cette décision ou au moins avoir une réponse concrète et réelle sur ce qui s'est passé? Merci Anne. Dernière intervention, Catherine Procaccia. Ah non, pardon. Catherine Procaccia. Merci. Je veux simplement dire, moi je fais partie des gens qui n'étaient pas très impliqués et qui, lorsqu'ils ont entendu le Premier ministre parler de problèmes financiers, se sont dit, bon, on a déjà les JO qui vont nous coûter cher, on a la Coupe du Monde de rugby, mais la présentation que vous en avez faite, monsieur, est tellement claire qu'on ne peut pas ne pas être convaincu du projet que vous avez présenté. Et je remercie la présidente d'avoir organisé cette audition. Merci Catherine. Et Jean-François Maillet. Moi, j'ai bien écouté votre rapport, je le trouve très clair. C'est le résultat, je pense, de beaucoup d'études et vous êtes, semble-t-il, sûr de vous. Et vous n'êtes pas le seul. Alors, la question, c'est comment on s'y prend pour le faire. L'État. En France, dès que l'État se désengage, tout le monde recule. Eh bien, pour une fois, passons-nous de l'État. Passons-nous de l'État. Il y a des financiers, il y a des banques qui seraient probablement très heureuses de participer à ça, puisque la rentabilité est au rendez-vous. Et puis, si vous décidez de le faire, je ne suis pas sûr que M. Macron résiste longtemps.
et acceptera d'assumer un échec comme celui-là. Merci. Très bien. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ou de questionnement? Très bien. J'entends une sorte de révolte là au Parlement cet après-midi, avec dans l'air du temps un gouvernement qui veut réduire le Parlement, mais le Parlement n'est pas d'accord pour se laisser faire, et peut-être que votre dossier sera emblématique du retournement. Ouais. Monsieur Fromentin, beaucoup de questions vous ont été posées qui tiennent voilà, en l'après. Comment pouvons-nous inverser? Est-ce possible? Quelles seraient les conditions? Je vous laisse répondre, bien sûr. Merci pour toutes ces questions. Merci pour voilà, vos mots d'encouragement. Certains d'entre vous ont rappelé qu'il y avait des partenaires, une équipe, et je crois que pour tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, votre accueil aujourd'hui, la possibilité de s'expliquer dans ce cadre officiel du Sénat est extrêmement important pour nous tous, et soyez-en remerciés. Avant peut-être de répondre à plusieurs de vos questions, je voudrais laisser Christian de Boissieu, qui a travaillé sur l'impact économique, parce que tout ça reste un sujet de ratio, encore une fois, risque-impact. Peut-être dire un mot sur l'impact économique, à la fois technique ou économique à proprement dit, et l'impact notamment pour des générations à venir. C'est un sujet qu'on avait souvent évoqué, puisqu'ensemble on avait réuni pendant 2 ans 1000 jeunes qu'on avait fait travailler sur cette perspective d'Expo. Bien, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, moi je suis ravi d'être avec vous, même si c'est plutôt pour un enterrement. Mais j'espère que justement ce n'est pas un enterrement. Pour moi, je vais répondre à la question que tu m'as posée, mais je voudrais dire, comme vous, j'ai l'impression d'un énorme gâchis. D'un gâchis. C'est le mot que j'utilise. Deuxièmement, tout ça est un prétexte, parce que je pense que la partie relativement forte du dossier, et je dis ça pas du tout parce que j'ai contribué avec d'autres, mais la partie relativement forte du dossier, c'était justement le modèle économique. C'est une sorte de deuxième paradoxe. J'aimerais bien voir aussi le modèle économique des Jeux Olympiques, moi. Excusez-moi de le dire. J'aimerais bien voir le modèle économique de la Coupe du Monde de rugby 2023. On nous reproche, à nous, des choses qui n'ont jamais été évoquées pour les autres. Alors, il se trouve que, vous l'avez dit, monsieur, nous sommes un peu victimes de cette séquence chronologique. Ce n'est pas nous qui avons fixé la date 2025. Ce n'est pas nous. C'est le calendrier des expos universelles. C'est comme ça. Ça fait 6-7 ans, Jean-Christophe l'a dit, que nous sommes toute une équipe, certains à temps plein, moi parmi d'autres évidemment à temps très partiel, là-dessus. Et je reviens sur les questions que tu poses. Moi, ce qui m'a frappé, je suis prof d'université, dès le début, les jeunes ont été impliqués et se sont impliqués. Je suis professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, un certain nombre de, pas les économistes d'ailleurs, mais un certain nombre d'UFR, j'allais dire dans le domaine des arts, dans le domaine de l'histoire, parce que Expo universelle, c'est aussi de l'histoire, ont été là, un certain nombre d'étudiants des grandes écoles. Moi, si je me suis plongé là-dedans, c'est pas tellement pour moi, parce que je sais pas où je serai en 2025. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on laisse à nos enfants, petits-enfants ou jeunes, autre chose que de la dette publique et du chômage. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ce projet-là, en fait, travailler pour que les jeunes générations puissent en 2025 profiter du travail qui a été fait aujourd'hui, qui nous a motivés. Sur le modèle économique et les retombées, tu en parlais. Très franchement, quand on se projette à 2025, personne ne peut prétendre avoir des certitudes. Et celui qui prétend avoir des certitudes, pour moi, est un charlatan. Donc, quand le Premier ministre nous dit « il y a des risques », on avait bordé la candidature et le système pour minimiser les risques. Moi, au début, et je sais que cette proposition de ma part a été abandonnée, partant du constat que les dépenses ont lieu avant les recettes, par définition, puisque les recettes sont essentiellement des recettes de billetterie, les dépenses doivent être engagées avant. Il y a quelques années, je m'étais dit, au fond, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un emprunt garanti par l'État pour faire la soudure entre les recettes et les dépenses? Et j'étais persuadé que si on était dans cette formule d'emprunt garanti par l'État, en fait, l'État ne prenait pas de risque. Alors, on nous a demandé d'abandonner même ça. L'État n'a voulu prendre aucun risque dans cette affaire.
est-ce que Brichal peut dire un mot? Parce que c'est Deloitte qui a fait le chiffrage, si tu permets mes cours. Si Madame la Présidente permet. Madame la Présidente, on a chiffré en termes de nombre d'emplois, tu vas revenir là-dessus. Évidemment, quand vous chiffrez les conséquences d'un événement comme celui-là sur l'économie, sur la société, sur la culture, cher Laure, moi, intuitivement, avant même de faire tourner un modèle, je suis persuadé que les retombées économiques, sociales, culturelles d'un événement qui dure 6 mois, une expo universelle, sont sans commune mesure avec les retombées économiques, sociales, culturelles d'un événement qui dure 2 ou 3 semaines. Et quand je dis ça, ce n'est pas un propos anti-jeu. Moi, quand je suis interrogé depuis 6 ans, monsieur, vous êtes pour l'expo, ça veut dire que vous êtes contre les jeux? Non, je suis pour les deux. Hein. C'est fromage et dessert. Excusez-moi de le dire. Et je pense que la France avait les moyens de faire les deux. Je vous rappelle que nous n'avons pas eu en France de véritable expo universelle depuis 1900. Il y a eu dans les années 1930 des expos internationales. Mais une expo internationale, c'est moins ambitieux qu'une expo universelle. Donc ce n'était pas absurde. Alors maintenant, je pense qu'on en a pris pour longtemps. Parce que 2e ou 3e fois que nous retirons notre candidature, vous l'avez dit vous-même, nous sommes, j'allais dire, assez ridicules dans cette affaire-là. Peut-être un mot sur les conséquences, si Madame la Présidente le permet. Oui, merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs. Donc effectivement, c'est un travail qui, y compris sur le chiffrage des impacts macroéconomiques, a été fait avec, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de méthodologie. On ne peut pas prévenir l'avenir, mais on peut quand même effectivement s'appuyer sur des événements comparables. On peut s'appuyer sur un certain nombre de données statistiques factuelles, à la fois en termes de fréquentation, à la fois en termes de panier de dépenses des visiteurs étrangers, avec effectivement toutes les mesures de prudence qui s'imposent, donc ne pas double compter un certain nombre d'effets quand quelqu'un vient naturellement visiter la France, ne prendre en compte que, par exemple, les dépenses et les visiteurs qui peuvent être estimés comme attribuables à l'événement et non pas qui vont se substituer avec leur visite et le tourisme naturel dans le pays. Donc il y a un certain nombre de choses et d'approches et de méthodologies qui ont été utilisées, et notamment cette étude d'impact, elle avait été aussi, en son temps, partagée avec les équipes du Trésor, d'ailleurs à la demande d'Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie et des finances de l'époque, en prévision d'une présentation qui a été faite en octobre à Bercy, en octobre 2015, avec l'ensemble des partenaires. Donc les travaux qui ont été faits avec Christian de Boissieu ont été donc partagés avec les équipes du Trésor, qui a d'ailleurs simulé des impacts assez comparables. Quand on les compare et quand on compare ces impacts avec les autres événements, y compris d'ailleurs la candidature d'Osaka, on est sur des chiffres qui sont très cohérents. Donc, ce n'est pas une science exacte, mais ce qui est important, c'est l'ordre de grandeur de ces éléments-là. Et on voit qu'on est sur un ordre de grandeur qui est net positif et très significatif. Si je peux me permettre de vous reposer une question qui vous a été posée. Une des questions qui est posée, c'est finalement la succession très très rapprochée à la fois des Jeux Olympiques, à la fois de la Coupe du Monde de rugby, puis, pour terminer, de l'exposition universelle. Et c'est des risques sur les recettes, donc notamment publicitaires, j'imagine, qui sont liés à ça. Et peut-être une forme de lassitude, j'aime pas ce terme-là, mais de l'organisation de grands événements mondiaux. On va s'embêter le reste du siècle, je pense, en France. Oui, exactement. Voilà. Non, mais alors, la séquence, en fait, il y a un pays qui a à peu près la même séquence que nous, c'est le Japon. Donc, le Japon, c'est Jeux Olympiques, Coupe du Monde de rugby, et puis candidature à l'Expo universelle. On est exactement sur la même séquence. La réalité, c'est ce qu'on voit, nous, on a l'habitude de travailler sur ces grands événements et leur impact, c'est qu'aujourd'hui, des grands événements internationaux de ce type-là, il y a finalement assez peu de pays qui ont la capacité à les organiser, parce qu'il faut un savoir-faire en matière d'accueil, de logistique, d'infrastructure et de sécurité pour réussir ce type d'événement. Toujours est-il que quand on compare les différents événements, que ce soit les JO, une Coupe du Monde de rugby ou une Expo universelle, on est sur des événements de nature complètement différente. On a aussi travaillé sur l'étude d'impact économique de la Coupe du Monde de rugby de 2023, qui était un élément décisif d'ailleurs sur le gain de cet événement pour la France. Et là, vous êtes sur un événement avec zéro infrastructure, zéro investissement, uniquement des recettes
et des dépenses de fonctionnement. Donc avec un événement qui, de toute façon, est un événement qui génère un net positif pour le pays et pour l'organisation. Les JO, on est sur un événement avec une part d'infrastructure et d'investissement qui est beaucoup plus important. Donc chaque événement est de nature différente. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer les événements. Si on prend l'Expo universelle, vous voyez que la majeure partie des recettes sont des recettes de billetterie. La part de sponsoring des entreprises était de toute façon minoritaire. En plus de ces recettes de billetterie, il y avait d'autres recettes qui ont été modélisées, notamment toutes les recettes de dépenses sur le site même de l'exposition, en termes de restauration, en termes de merchandising, donc qui portent sur un montant assez important. Et puis aussi des recettes potentielles auprès de partenaires privés qui profitent du temps de l'exposition aussi pour exposer leur savoir-faire et sont prêts à payer pour ça. Donc on voit bien qu'on est de toute façon sur des natures d'événements et des natures d'acteurs même et des objectifs, même pour les acteurs économiques privés, qui sont de nature très différente, et ces événements ne se cannibalisent pas. La question restante est maintenant. Voilà, alors il y a effectivement une question que vous avez tous évoquée, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette matière qui a été construite pendant 7 ans et qui aujourd'hui existe? Donc on va réunir nos partenaires, ceux qui ont financé la candidature à la fin de cette semaine. On réunit tous les territoires, les 17 territoires mobilisés la semaine prochaine, avec cette question posée, ce sujet à aborder. On a des travaux qui ont été faits notamment par les jeunes. J'insiste sur ce point puisque il y avait donc pendant 2 ans 1 millier de jeunes, moitié français, moitié étrangers, qui avaient travaillé avec nous sur la reconfiguration des expos universelles. Et il y avait 100 ambassadeurs qui avaient été sélectionnés par les réseaux sociaux, qui étaient venus à Paris il y a à peu près 3 mois et qui, dans leur région du monde, faisaient prospérer la candidature française. Et donc on a plusieurs compartiments d'innovation à reprendre. Il y a toute cette idée de la nouvelle architecture sur laquelle il y a eu énormément de travaux de fait. Il y a eu tous ces travaux sur les systèmes immersifs, c'est-à-dire finalement comment construire demain des scénographies totalement nouvelles et qui préfigurent les salons, les expositions de demain. Il y avait un travail qui avait été fait avec les équipes de Wikipédia sur comment est-ce que les contenus d'un pays ne seront plus l'apanage uniquement des États-nations, mais l'apanage des populations. Sur le globe que vous avez vu, l'idée était véritablement que les contenus sur chaque pays soient opérés par des communautés de population de ces pays qui envoyaient les données, qui envoyaient les datas dans ce globe, de telle manière à retrouver cette idée, c'est-à-dire que c'est l'exposition d'une communauté mondiale qui envoie des données. Par exemple, voilà, la personne qui s'intéresse à la cordillère des Andes pouvait être mise en contact par le truchement du globe avec quelqu'un qui habite dans la cordillère des Andes et partager à un moment donné, au moment de cette rencontre, la vue qu'elle avait depuis sa maison par son smartphone. Donc tout était construit pour retrouver l'esprit des grandes expos universelles par le truchement de cette grand pavillon des nations qui était le globe. On avait beaucoup travaillé sur les comportements des visiteurs. On avait travaillé sur le master plan des 110 hectares qui préfigurait aussi les flux dans une nouvelle urbanité. Donc tous ces travaux, je proposerai à nos partenaires qu'on puisse les reprendre, les mettre dans un document et probablement de faire un colloque à partager avec tous ceux que ça intéressera sur la préparation, les travaux préparatoires à une expo universelle de son siècle, du XXIe siècle. Ça ouvre une question qui a été posée sur l'avenir et sur l'État. Quand on regarde bien les causes de l'échec, c'est finalement tous les travers d'un État qui a du mal à anticiper, qui a du mal à innover, qui a une forme d'aversion au risque, même quand ce n'est pas lui qui le prend directement. Et toutes les grandes expos les plus folles, entre guillemets, c'est les expos du 19e, qui n'étaient pas organisées par les États et qui n'étaient pas réglementées par le Bureau international des expositions, puisqu'ils datent de 1928. Et on a cette espèce de paradoxe quand on regarde l'histoire des expos, de 1851, l'expo de Londres, 1855, l'expo de Paris, jusqu'aux expos du début du XXe siècle. Avant, les expos étaient plus l'affaire d'une génération spontanée, faite d'artistes, faite d'inventeurs, faite d'entrepreneurs, faite d'ingénieurs,
qui ont eu cette folie de construire le Grand Palais, la Tour Eiffel, le métro et toutes les inventions qui ont fait la moitié des grandes entreprises françaises. Peugeot, Renault, Guerlain, Vuitton, toutes ces marques sont nées de l'artisanat du 19e, qui étaient médaillés aux expos universelles et qui sont devenus les grands succès économiques qui font la France du XXe siècle. Et bien sûr, la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement on n'a pas perdu cette audace et cette logique? Une expo universelle est un geste d'audace et finalement, ce qui nous met dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le refus de l'audace. C'est le Premier ministre comptable et non pas le Premier ministre ou le président stratège. C'est les notes des fonctionnaires, parce que je doute que le Premier ministre ait lui-même le dossier. Mais un fonctionnaire ou un petit groupe de fonctionnaires a fait une note au Premier ministre qui dit on vous recommande d'abandonner. C'est ça qui a arrêté l'expo. Et donc la France, et là je reprends un peu les propos qu'on avait tenus dans la mission parlementaire il y a quelques années, la France ne peut pas se priver de cette audace, au risque d'être ramenée à sa démographie dans une mondialisation de 7 milliards d'individus. Si la France ne retrouve pas cette envie d'audace, cette envie de rayonnement, cette capacité à donner à cette génération des moins de 25 ans les manettes d'une expo universelle, alors probablement, on comptera toujours on regardera notre comptabilité publique avec beaucoup d'attention, mais on sera réduit à peu de choses. Et nos grandes entreprises qui participent à cette expo le savent. Elles sont pour beaucoup développées à l'international et finalement, elles voyaient dans cette expo l'occasion de reprendre l'initiative en France par un grand moment fondateur et partagé avec les générations. Donc, ce matériau, on va le reprendre, on va essayer de le retraiter d'ici la fin de l'année et de le partager. Et puis, il y a une question. Moi, j'ai beaucoup lu sur les technologies que vous avez sans doute abordées, la blockchain, sur les nouveaux grands systèmes collaboratifs. Et je m'interroge, est-ce que finalement, une expo du XXIe siècle, ce n'est pas une expo qui se construit d'abord par ces systèmes collaboratifs, par ces systèmes de confiance qui s'articulent plus horizontalement et qui peuvent trouver à un moment une scénographie dans une exposition universelle. Et peut-être en s'affranchissant d'un État qui est trop régulateur dans des pays, dans des initiatives qui ont besoin d'être un peu dérégulées. Eric Orsena disait sur notre projet Expo Universel, il faut réveiller la folie de la France. Et je pense que réveiller la folie de la France est peut-être notre sujet politique majeur. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais je crois qu'elles tournaient autour de ces deux idées. Que faire après? Et je suis très motivé, vous voyez, pour qu'on puisse continuer. Et comment le faire? Et là, la question, c'est véritablement une question d'innovation. Le sujet qui a été un sujet qui a été évoqué, qui est une toute petite porte ouverte, est-ce que ça a été notifié? Aujourd'hui, la candidature de la France est toujours sur le site du Bureau international des expositions. Donc voilà, si les sénateurs appellent ou interpellent le gouvernement en disant laissez une chance supplémentaire à défendre le modèle économique, avec 17 territoires qui probablement pour certains d'entre eux sont prêts à reprendre le sujet puisqu'ils n'ont pas de ligne 18 à arbitrer, peut-être le dossier est-il encore un tout petit peu ouvert. À vous en tous les cas de prendre le relais à ce moment-là. Merci. Voilà donc pour l'audition de Jean-Christophe Fromentin sur le retrait de la candidature de Paris pour l'exposition universelle 2025. Un tout autre sujet maintenant. La mémoire de l'esclavage avec l'audition de Jean-Marc Ayrault, le président de la mission de la mémoire de l'esclavage, des traites et de leur abolition. Une audition devant la délégation sénatoriale aux Outre-mer. C'est François Hollande qui, avant de quitter l'Élysée, avait confié cette mission à son ancien Premier ministre. Voilà, donc tout de suite, je vous propose d'écouter Jean-Marc Ayrault. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour nous, Monsieur le Premier ministre, de vous accueillir au Sénat pour évoquer la question des mémoires et leur vertu salvatrice contre la fragmentation de nos sociétés. Comme chez d'autres puissances occidentales, ayant fait de l'esclavage un puissant levier d'expansion et d'enrichissement matériel au cours des siècles passés, ce système d'exploitation de l'homme a marqué notre histoire de profondes cicatrices. Longtemps occulté au profit d'une imagerie plus présentable et plus glorieuse dans le discours officiel comme dans l'enseignement, ce profil sombre et tragique a pu parfois devenir étranger aux jeunes générations. Son souvenir est cependant régulièrement ravivé par une actualité internationale qui montre que l'esclavage est malheureusement bien encore une réalité contemporaine.
Remontons à quelques générations seulement, puisque nous allons célébrer cette année le 170e anniversaire du décret du 27 avril 1848 relatif à son abolition, l'esclavage imprègne encore nombre d'histoires familiales et continue à nourrir des ressentiments qui sont autant d'empreintes de chaînes et de boulets. Parfois, notamment dans nos territoires les plus exposés, ces réminiscences empêchent d'avancer. J'ai souvent pu l'observer. Comme a pu le préconiser Édouard Glissant, l'heure est venue de passer du ressassement au dépassement. La période des 15 dernières années, à cet égard, marque un tournant. La loi Taubira de 2001, avec l'intégration de cette problématique comme dans les programmes scolaires et la création d'une journée de commémoration nationale le 10 mai, mais aussi des initiatives telles que la création du mémorial de l'abolition de l'esclavage inauguré à Nantes en 2012, alors que vous étiez maire, Monsieur le Premier ministre, ou encore dernièrement le mémorial ACT, ou Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage, sur le site d'une ancienne usine sucrière, initié par notre collègue ici présent, Victorin Lurel, alors président du Conseil régional, et inauguré le 10 mai 2015. Cette date du 10 mai permet au Sénat chaque année d'accueillir dans le jardin du Luxembourg la cérémonie commémorative de l'abolition de l'esclavage, d'honorer les mémoires des personnes tombées sous le joug, mais aussi de remettre inlassablement dans la lumière les hommes qui ont su faire triompher les valeurs d'humanité et de partage. L'initiative que vous portez aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, tendant à la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions, participe de ces valeurs et d'une démarche de réconciliation tournée vers l'avenir. Je forme le vœu qu'elle ait une fonction d'apaisement et qu'elle contribue activement à forger une conscience collective permettant de vaincre les ferments de la fragmentation. En vous remerciant encore de votre présence parmi nous aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président Michel Magras, de m'accueillir ce matin. Et pour moi l'occasion de saluer les sénatrices et les sénateurs présents pour effectivement faire le point sur ce projet et pour vous dire où nous en sommes. Vous avez très bien résumé les choses dans votre introduction et votre mot d'accueil, et je vous en remercie. Vous avez dit l'essentiel, mais je vais peut-être prolonger un peu votre propos. Ce projet, en effet, s'inscrit dans une continuité. Ce n'est pas le commencement de toute l'histoire. Et je rappellerai simplement qu'il y a eu des périodes, et vous en avez mentionné une, le tournant qui était celui de la loi Taubira de 2001, qui a permis à la France de reconnaître que la traite et l'esclavage étaient un crime contre l'humanité. Nous sommes d'ailleurs un des rares pays à l'avoir fait à ce niveau, et ça a été effectivement un tournant. Il y avait eu un moment très important après la Seconde Guerre mondiale, c'était en 1948, le 100e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. C'était en effet de grands discours qui ont été tenus par des personnalités éminentes de notre République, Aimé Césaire, Gaston Monnerville, Léopold Sédar Senghor, qui ensuite est devenu président de la République du Sénégal. C'était le centenaire qui a été commémoré à la Sorbonne, et ces grands discours ont fait date. Puis ensuite, c'est l'entrée conjointe au Panthéon de Schoelcher et de Félix Éboué en 1949. Mais après, il y a effectivement, non pas une absence, mais une faible intensité à aborder ces questions. C'est qu'à partir des années 80, après l'élection de François Mitterrand, où il ne se passe pas des choses non plus très fortes, mais il y a quand même la décision en 1983 d'instaurer des jours fériés dans les DOM, dans les territoires d'outre-mer, pour commémorer l'histoire qui est celle que vous avez mentionnée, avec l'abolition de l'esclavage. Et puis ensuite, dans les années 90, il y a d'autres initiatives qui sont prises. Vous avez rappelé le travail fait au niveau des collectivités locales, et en particulier à Nantes, et je vous en remercie, parce que c'est un travail de plus de 20 ans, en effet, qui aboutit à la création de ce mémorial, en plus de l'histoire qui est intégrée dans le musée de l'histoire de la ville de Nantes. Et c'est ce mémorial inauguré en 92, et j'avais à l'époque invité Christiane Taubira à prononcer le discours principal de cette cérémonie. Et puis il y a aussi des travaux qui sont faits, des initiatives qui sont faites par des intellectuels, des écrivains. Il y a bien sûr Patrick Chamoiseau, Édouard Glissant, que vous avez mentionné. Puis des mouvements militants. Il y a ce mouvement CM98.
Et puis la loi Taubira que nous avons l'un et l'autre mentionné. Puis après, des décisions très importantes qui ont été prises, je pense à l'initiative de la région Guadeloupe, que présidait Victorin Lurel avec le Mémorial Acte, qui est une réalisation très, très importante, très symbolique, très forte, qui a été inaugurée par le président Hollande, effectivement en 2015. Mais il y a aussi d'autres lieux, parfois plus modestes, mais qui existent et qui s'inscrivent dans une continuité. Je pense à La Rochelle, le musée du Nouveau Monde. Je pense récemment à Bordeaux, qui effectivement a commencé à travailler aussi sur cette histoire de la traite et avec l'intégration de cette histoire dans le musée d'Aquitaine. Et puis la décision qui a été prise par le Parlement d'intégrer dans la loi l'égalité une journée nationale du 23 mai, en plus de celle qui a été décidée par le président Chirac, qui est la date du 10 mai, qui est la journée nationale de l'abolition et de la mémoire de la traite et de l'esclavage, et puis l'instauration d'un comité pour la mémoire de l'esclavage. Je rappelle aussi qu'un rapport avait été commandé à Édouard Glissant, qui avait fait un certain nombre de propositions, mais qui n'ont jamais été mises en œuvre. Ce rapport a été un petit peu mis de côté. Et donc, ce qui s'est passé depuis, c'est avec la présidence de François Hollande, dans son mandat, ça a été de reprendre les préconisations d'Édouard Glissant. Et c'est ce qui a abouti à la création de ce groupement d'intérêt public que je préside, avec la mission de créer une fondation pour la mémoire d'esclavage, des traites et de leurs abolitions d'ici la fin de l'année. Donc ce groupement d'intérêt public, où participent beaucoup de ministères qui ont permis son installation, sa création. Il y a un conseil d'administration, avec à côté un conseil d'orientation, donc qui permet de dessiner les contours de ce que sera cette future fondation, de lui donner son sens et son contenu, qui est à la fois un contenu mémoriel, donc de bien appréhender cette question de la mémoire, de ne pas la laisser se dirait enfouie, et alors qu'effectivement il y a toujours une sensibilité qui existe. Actuellement, il y a de nombreux documentaires qui sont produits par des réalisateurs, qui donnent lieu à des débats, très récemment diffusé par la chaîne parlementaire sur la question des noms, comment, par exemple, les personnes qui témoignent dans ce documentaire racontent comment elles ont appris qu'elles avaient un nom, quelle était l'origine de leur nom, et c'est toujours parfois une certaine souffrance, mais le fait que la parole se libère, que la parole s'exprime, donne beaucoup je dirais, d'opportunités de créer de la confiance, de la fierté, et surtout de travailler à ce que nous voulons faire, c'est-à-dire de construire une mémoire partagée. Et si ce travail n'est pas fait, il se fait à travers des frustrations, comme vous l'avez très bien rappelé, et qui provoquent des ressentiments, et pour reprendre l'expression d'Édouard Glissant, passer du ressentiment au dépassement. Et donc le dépassement, c'est aussi non seulement de faire un travail sur la mémoire, mais c'est aussi de continuer à faire des travaux de recherche, donc c'est ce qu'on veut faire avec la Fondation, mais c'est aussi de revendiquer les différents héritages de cette histoire. Et parmi les héritages de cette histoire, il y a cette histoire tragique, évidemment, de l'esclavage, de la traite, le Code noir, mais il y a aussi les combats pour la liberté. Et ces combats pour la liberté qui sont menés d'abord par les esclaves eux-mêmes, les esclaves marrons, mais enfin toute cette histoire, qui est toute l'histoire de l'esclavage d'ailleurs, pas seulement de l'esclavage venu d'Afrique, mais de toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des révoltes. Et il y a eu des combats pour la liberté. Et puis, dans notre pays, dans la République française, il y a eu aussi, depuis longtemps, des hommes et des femmes qui se sont levés, c'était vrai aussi dans d'autres pays, même avant nous, pour dénoncer ce côté abject qui consistait à considérer qu'une partie de l'humanité ne faisait pas partie de l'humanité. C'est d'ailleurs le Code noir pour la France qui le spécifiait très clairement. Et donc, pendant longtemps, des hommes et des femmes se sont battus, y compris au moment de la Révolution française, pour revendiquer l'égalité totale. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la première abolition a lieu sous la Révolution française, remise en cause par Napoléon Bonaparte, qui rétablit l'esclavage dans les colonies. Et puis ensuite, il y a la deuxième
abolition, qui est aussi le fruit de combats de républicains, de nos compatriotes qui, à l'époque, se sont battus pour ça. Alors, ce qui est très intéressant dans le travail que nous faisons, c'est que nous constatons que ce combat pour la liberté existe partout et qu'il y a énormément de petits lieux de mémoire et qui sont autant de lieux d'action, pas seulement de commémoration, mais aussi de transmission du savoir, à travers notamment ce qui se fait dans les écoles, et ce qui constitue d'ailleurs, à travers des initiatives, la route des abolitions, hein, et notamment, je pense à la commune de Champagney, qui est sur ce parcours. Et Champagney, ce qui est très intéressant, c'est que c'est dans cette commune qu'en 1789, lorsque les États généraux avaient été convoqués, partout en France, on rédigeait les cahiers de doléances. Et dans cette commune, dans ce village à l'époque, il a été inscrit dans ce cahier de doléances une revendication, qui était l'abolition de l'esclavage. C'est assez extraordinaire. Je pense que les personnes qui ont rédigé ça n'avaient jamais vu un esclave. Peut-être, je ne sais pas par quel canal ils avaient eu cette information. Ils n'habitaient pas dans un port, et pourtant ils le savaient. Et donc ils l'avaient revendiqué. C'est une belle histoire. Au moment du 150e anniversaire d'abolition de l'esclavage, le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, s'était rendu à Champagney, avait fait un grand discours et pour revendiquer cette histoire. C'est-à-dire à la fois, je l'ai dit il y a quelques instants, c'est-à-dire cette histoire tragique, mais aussi cette histoire qui nous honore et qui est la nôtre. C'est l'histoire commune. Donc ce que nous souhaitons, c'est que soit repris ce message, comme les différents présidents successifs l'ont fait. J'ai cité le président Chirac, le président Hollande et le président Macron, donc qui sans doute aura l'occasion de s'exprimer lors des cérémonies, différents moments. C'est à lui de décider bien sûr ce qu'il fera, quand est-ce qu'il le fera à l'occasion du 170e anniversaire, mais cette année. Je rappelle que c'est aussi le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui mentionne le refus de l'esclavage. Et l'esclavage existe dans le monde contemporain. Hein, les Nations Unies évaluent cet esclavage à plusieurs dizaines de millions de personnes. Alors, parfois, selon comment on compte, mais on est autour de 30 millions de personnes qui sont en situation d'esclavage. Donc le combat que nous voulons mener, c'est pas seulement un combat qui est tourné vers le passé, un combat de réconciliation, un combat pour la mémoire partagée, mais aussi c'est un combat qui doit mobiliser les consciences et l'humanité pour la lutte contre toutes les formes d'esclavage et de discrimination et de racisme qui existent dans notre monde contemporain, d'abord dans notre société, la société française. Donc si nous ne faisons pas ce travail, c'est le sens de la Fondation, c'est la mission qui est la nôtre, c'est que ce travail se fera de façon séparée et non pas contribuera au rassemblement, mais contribuera quelque part à renforcer les différences et les communautarismes. Et donc c'est ce que nous ne voulons pas, et c'est ce que vous avez très bien dit dans votre introduction. Donc c'est notre mission. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas qu'un héritage de mémoire et d'ombre et de lumière, mais c'est aussi un héritage culturel, un héritage commun qui nous a, malgré les souffrances et la douleur, enrichis. Que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine linguistique, dans le domaine des valeurs, de ce que nous pouvons revendiquer, et à travers le monde, partout, ce qu'on appelle la créolisation, et ce que Édouard Glissant avait très très bien décrit, fait partie de ce que nous sommes, et de notre richesse et de notre force. Et puis c'est aussi de réfléchir à des relations nouvelles entre la France, l'Europe et l'Afrique, hein, et les Amériques. Donc c'est ce travail que nous voulons faire. Travail de mémoire, travail de recherche historique, travail de transmission par l'école, travail d'animation et de mise en réseau des initiatives existantes, et je les ai citées il y a quelques instants, et travail aussi sur une autre approche des relations internationales. Donc voilà, c'est notre mission, c'est ce que nous voulons réaliser. Nous avons besoin bien sûr de votre soutien, de votre appui, mais nous sommes là ce matin pour en parler, et je suis bien sûr, Monsieur le Président, à votre disposition. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous avons tous, je pense, apprécié cette communication, c'est surtout la qualité du sujet. Nous savons que c'est un sujet sensible, mais ô combien important, et plus on en parlera, plus les choses avanceront. Je comprends dans votre conclusion que vous n'êtes pas opposé à ce que la salle puisse intervenir, faire des observations, etc. À titre personnel, j'ai noté votre volonté de fédérer les lieux de mémoire et toutes les initiatives qui existent.
d'acter également ce que font les écoles de la République. Et il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. La première concerne les sources de financement de cette fondation et la deuxième concerne les liens possibles avec la Cité des Outre-mer, dont on a entendu parler, dont on entend parler et peut-être qui tarde un peu à venir. Mais je vais passer la parole, si dans la salle il y a des collègues qui souhaitent intervenir et faire quelques observations. En attendant, peut-être pourriez-vous répondre à ces deux questions. Oui, sur ce point. Alors, le financement, pour l'instant, le groupement d'intérêt public dispose d'un budget tout à fait modeste. On doit avoir, je crois, 250 000 euros. Et Pierre-Yves Boquet, qui m'accompagne et qui était le conseiller de François Hollande, aujourd'hui inspecteur général d'affaires sociales, et donc contribue aussi à nous aider à assurer le relais et donc poursuivre ce travail que nous avions commencé. Donc c'est tout à fait modeste, c'est la contribution des ministères, avec en nature du personnel, des locaux, ministère de l'Outre-mer notamment, qui nous loge pour l'instant, modestement, mais on est accueillis, c'est déjà une très bonne chose. Et puis quelques contributions financières. Évidemment, si on veut fonctionner pour une fondation, il faut qu'on puisse doter cette fondation d'un capital, donc il va falloir rechercher des mécènes, donc nous sommes organisés pour le faire. Mais bien entendu, il va falloir expliquer quel est le sens de la démarche pour y participer, pour y parvenir. Ensuite, il nous faudra un budget de fonctionnement pour organiser les différentes initiatives que j'ai pu mentionner brièvement. Il nous faudra des locaux. Et puis, nous aurons à faire des propositions à la ville de Paris, au gouvernement, sur que faire. Est-ce qu'il y a... vous avez parlé de la Cité des Outre-mer. Est-ce qu'il y a une mutualisation possible pour disposer d'un centre de ressources, de documentation, d'organisation d'événements? Et puis, faut-il à Paris un lieu... Il n'y a pas de lieu à Paris, il n'y a pas de mémorial à Paris, ce qui ne concerne pas que la ville de Paris, mais là, Paris, c'est la capitale. Donc il y a des lieux en province, mais il n'y a rien à l'échelle de Paris. Donc c'est un point que j'ai évoqué aussi bien avec le maire de Paris qu'avec le président de la République. Donc ça fait partie des questions qui sont devant nous. Il ne nous appartient pas de les trancher, nous pourrons faire toute une série de propositions, de variantes, et ensuite les autorités qui peuvent décider pourront le faire en toute connaissance de cause. Donc voilà ce que je peux vous répondre à ce stade. Donc nous sommes à cette étape, donc où le projet s'affine et la recherche de financement va démarrer. Et donc nous sommes dotés des outils qui permettent d'y parvenir. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Dans la salle, il y a une question de Madame Vivette Lopez. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, merci pour toutes ces informations et bravo. Donc je crois qu'on ne peut quand même pas occulter cette triste tranche de notre histoire, sauf qu'il s'avère qu'aujourd'hui, de temps en temps, on lit dans la presse, encore dernièrement, donc dans les Yvelines, donc une jeune femme qui était tenue en esclavage par un couple. Ça arrive de temps en temps. Est-ce que vous œuvrez, parce que ça aussi, on ne peut pas le nier, qu'encore aujourd'hui, on retrouve encore ce genre de choses. Est-ce que vous œuvrez dans ce sens-là pour que tout cela cesse? Merci. Oui, Monsieur le Président, Madame la sénatrice, vous avez tout à fait raison de mentionner ces réalités terribles qui existent, y compris en France, heureusement marginales. Ce qui existe, par contre, c'est des discriminations réelles, qui existent parfois à cause de la différence, de la couleur de peau. Je crois que ce sont des réalités qu'il nous faut combattre pour être en cohérence avec ce que nous sommes, c'est-à-dire une république qui est basée sur l'idée d'égalité entre les citoyens. Mais ces formes d'esclavage, on pourrait dire domestiques, existent. Mais elles sont très, très à la marge, heureusement, mais il ne faut pas les nier comme si ça n'existait pas. Donc la Fondation a aussi pour vocation d'interpeller, de mobiliser les consciences pour lutter contre l'esclavage qui existe dans le monde aujourd'hui. Alors la France n'a pas la prétention de régler seule cette question, mais elle peut apporter sa contribution. Et c'est pourquoi j'ai mentionné tout à l'heure les Nations Unies qui ont une connaissance précise de cette réalité à l'échelle mondiale et qui peut exister dans certains pays de façon beaucoup plus importante, mais qui peut exister à l'état discret dans nos sociétés comme la France ou d'autres sociétés modernes
en Europe. Donc, effectivement, ça fait partie de nos missions et de nos engagements. Alors, y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent intervenir dans la salle? Je rappelle qu'il n'est pas nécessaire, dans le cas présent, d'être sénateur ou parlementaire. La parole est ouverte. Monsieur Victor Allurel a demandé la parole. Le Président, j'aimerais commencer par rendre un hommage au Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il a été courageux il y a plus de 18 ans, à avoir été le premier à consacrer de l'argent, du temps et beaucoup d'énergie pour créer son mémorial. Je l'ai visité et ça nous a inspirés. Et je n'oublierai pas la phrase qu'il m'a dite à l'époque, que j'ai mis 18 ans pour pacifier les esprits, pour faire comprendre l'utilité de créer ça ici en terre hexagonale. Je vous félicite une fois de plus pour votre courage, pour avoir accepté de porter cette mission en vue de la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites négrières et de leur abolition. Ce n'est pas une tâche facile. Lorsque l'on sait que depuis longtemps, ici, en terre hexagonale, il y a un impensé racial, historique, sur un passé qui ne passe pas vraiment et qu'on ne veut pas vraiment évoquer. Certains ont dit qu'il ne faut pas sombrer dans la repentance, qu'il ne faut pas se battre la coulpe et aller à résipiscence. Et donc, on ne veut pas évoquer ça. D'où la difficulté de faire émerger ici des idées et des actions. Je n'oublierai pas, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez évoqué, lorsque Jacques Chirac a confié à Marie Scondé la mission, qui a donné le CNMHE, et à Édouard Glissant, qui a fait un excellent rapport publié chez Gallimard. Et lorsqu'il y a eu alternance, je le dis ici, je prends mes responsabilités, le nouveau président de la République, M. Sarkozy, a dit « pas de repentance ». Et on a eu du mal à le faire venir à la cérémonie du Luxembourg, puisque c'est la première chose que fait un nouveau président de la République. Ça se passe entre le 5 et le 10 mai, c'est le 10 mai. Du mal à le faire venir. Ce n'est pas pour ouvrir une polémique, c'est pour montrer la difficulté pour les institutions françaises et celles qui incarnent les institutions, en particulier le président de la République, pour vivre ça et donner quelques instructions. Il a laissé tomber. Nous, on avait déjà cette question lancinante, récurrente, martelante depuis des années. On a repris l'idée parce qu'elle était portée partout dans les Outre-mer. Et puis, il y avait ce rapport. Donc, on a fait le Memorial Act, en y mettant un peu toutes les obédiences, toutes les chapelles, toutes les églises, pour tenter d'arriver à un consensus. Au-delà de ce que vous avez évoqué, Monsieur le Premier ministre, il y a également un texte récent que nous avons tous voté au cours de la dernière législature, c'est le texte Égalité et Citoyenneté. On a tenté, si j'ose dire, de faire œuvre utile. On a supprimé quand même, on a abrogé ce qui existe et qui est encore vivant dans le corpus juridique français, l'ordonnance du 17 avril 1825 qui demandait 150 millions de francs or à Haïti. Et Haïti, c'est quand même plus qu'un symbole qui a universalisé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en le réservant non pas simplement aux Blancs, aux Européens, aux hommes, mais aussi aux hommes de couleur, aux femmes. Et donc, on l'a abrogé. On a aussi abrogé, si j'ose dire, les deux lois. Après le décret Schœlcher, il y a eu deux lois en avril et en novembre 1849 qui indemnisaient les colons. Bon, c'est vrai, c'est une abrogation, donc c'est symbolique, c'est pour l'avenir, ça n'est plus donc dans le corpus juridique. Non pas pour dénier ou tirer un trait comme on me l'a reproché en Guadeloupe, c'est pour simplement dire que ça ne doit plus rester encore dans le corpus. Alors évidemment, Monsieur le Premier ministre, j'espère ne pas blesser quand je vais ajouter la chose suivante. Lorsque je parle à la tribune du Sénat, je parle sous l'ombre tutélaire et sous les auspices de Colbert, qui a commis, comme vous le savez, l'infamie et l'acte ignominieux du Code noir.
lorsque je parle, moi, petit-fils et descendant d'esclaves, je parle je suis surplombé par l'ombre de Colbert. Et donc, j'ai vu dans Libération une phrase circuler, hélas, malgré cette histoire commune, elle est belle entre nous. Et on parle réconciliation, ça a été ça, l'acte fondateur du Memorial Act, en disant d'abord réconciliation, réparation c'est une autre chose. Vos héros sont nos bourreaux. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est courageux ce que vous faites là. Vous aurez une inertie, une résistance face à la création d'une fondation et peut-être demain d'un musée national ici. D'où les réticences pour la Cité des Outre-mer. J'entends que subitement le ministère de la Culture ne veut pas. C'est ce que j'ai entendu. Est-ce vrai? Il faut vérifier que le ministère... on a fait des études de préfiguration, deux préfets et un inspecteur général a fait des études. Il y a des réticences. On aura probablement les mêmes choses. Ensuite, il y aura concurrence, monsieur le Premier ministre, puisqu'il y a une fondation privée qui est portée par des associations ultramarines d'ici. J'espère que ce ne sera pas une concurrence frontale et qu'il y aura une synergie. Ensuite, il y a des inquiétudes. On voit des intellectuels commencer à dire, mais si le Premier ministre Jean-Marc Ayrault porte ça, c'est pour diminuer, si j'ose dire, le prestige et le rayonnement du Memorial Act. Je ne pense pas que ça a été fait, puisque nous-mêmes, nous l'avons demandé. Donc, je fais et je pose, si j'ose dire, cette problématique-là sans poser une question, mais je trouve très courageux que vous ayez, vous, avec votre expérience et le courage que vous avez eu en tant que maire de Nantes, de porter cette question qui me paraît essentielle pour pacifier les esprits et faire en sorte que nous vivions de manière un peu plus réconciliée une histoire qui est la nôtre et qui est aujourd'hui partagée. Je crois que nous apprécions tous la rigueur de l'intervention du ministre Lurel, mais je crois que la clarté et la pertinence de son propos traduisent la passion qui est la sienne et l'engagement qui a toujours été le sien sur ce sujet, monsieur le Premier ministre. Passion maîtrisée. Hein. Maîtrisée. Maîtrisée. Ah ouais. La passion, il y a la raison derrière. Oui, nous avons bien écouté Victorin Lurel et que je suis heureux de retrouver ici parce que nous avons beaucoup travaillé ensemble au gouvernement, hein, et en confiance et aussi en amitié. Et donc je sais ce qu'il a fait lui aussi. C'était pas si facile que ça. Ce qu'on dit c'est évident, en Guadeloupe on fait mais non, c'était un projet considérable, qui a demandé une mobilisation d'énergie, de réflexion, mais c'est pas si facile que ça aussi de rassembler, hein, même sur une question aussi forte que celle-ci. Et le Memorial Act, j'imagine, a donné lieu à énormément de débats, y compris en Guadeloupe. Hein. Donc c'est un acte fort. Et donc dans la perspective qui est la nôtre, de mise en mouvement de toutes les initiatives qui sont prises, il est évident, et nous avons déjà eu une discussion très intéressante avec Jacques Martial, qui dirige le Memorial Act en Guadeloupe, au Conseil d'orientation du groupement d'intérêt public, comment mettre en mouvement toutes les initiatives qui existent, et notamment quelle sera la place de tout ce qui a été déjà engagé. On a cité plusieurs initiatives dans l'Hexagone, mais le Memorial Act. Donc il a sa place et il aura son rôle spécifique auquel nous voulons apporter en quelque sorte une amplification par notre action. Donc c'est tout ça qu'on a devant nous. Ce qui est intéressant aussi dans ce qu'a dit Victorin Lurel, c'est que rien n'est simple. Hein. Il n'y aura pas comme ça spontanément un consensus sur toutes les initiatives qui seront prises. Il y aura débat, il y a déjà débat, mais il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas avoir peur. Et si on a peur et si on avance avec une certaine forme de culpabilisation en disant si on met ça encore à l'ordre du jour, on va créer des dissensions, on va créer des affrontements, on va créer des déchirements et on va créer des oppositions. Et on va encore activer cette fameuse repentance. Mais nous ne sommes pas du tout dans un état d'esprit de repentance.
règlement de compte, de désigner les bons et les mauvais, et de dire... Je me souviens des débats que nous avions eus à l'Assemblée nationale au moment de la loi proposition de loi proposée par Christiane Taubira. Nous avions justement fait... c'est des moments très forts, parce qu'on a tous l'expérience parlementaire, Monsieur le Président, où parfois les choses dérapent, on en rajoute un peu, il y a l'excès de tribune, mais là, il y avait une dignité dans les interventions de tous les participants qui nous a conduit à la fin du processus parlementaire à voter quasiment à l'unanimité cette loi qui est maintenant la loi de la République, qui reconnaissait que la traite et l'esclavage étaient un crime contre l'humanité. C'était pas si évident que ça. Et à l'époque, certains nous avaient dit, vous allez diviser, vous allez ressasser, vous allez revenir sur des... Et c'est une question constante. Tout ce qui concerne le passé, dire il vaut mieux enfouir, et comme ça on aura réglé le problème. Ben non, parce qu'à un moment ça ressurgit. Et quand ça ressurgit, ça peut ressurgir par la mauvaise porte, qui est la porte des règlements de compte, qui est la porte des communautarismes. Donc moi je ne veux surtout pas agir dans un état d'esprit qui consisterait à faire une sorte de concurrence des mémoires. Et ça, c'est le danger qui guette nos sociétés, qui sont fragmentées. Donc notre objectif, c'est justement de rassembler, mais rassembler sur une base de vérité et de justice. Et en même temps en se projetant dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut construire ensemble? Qu'est-ce qu'on veut construire de commun à partir de cet héritage-là? L'héritage que j'ai qualifié à la fois de tragique, mais aussi de libérateur. Parce que il y a eu dans toute cette histoire des choses extraordinaires et qui ont été à la fois celles des combattants pour la liberté, je l'ai dit, les esclaves eux-mêmes, mais aussi ceux qui défendaient la cause supérieure de l'humanité, mais aussi parce que cet héritage, cette histoire a permis de créer aussi des choses qui existent et qui sont notre bien commun. Et je pense notamment, j'ai dit, la culture. Dans la culture, il y a la musique, il y a les arts plastiques, il y a les spectacles vivants, il y a les paysages, il y a l'architecture, il y a le mode de vie. Et cette réalisation qui est en fait un enrichissement et qui fait partie de ce que nous sommes et qui n'existe pas qu'en France, qui existe dans le reste du monde et sur tous les continents. Et donc qui est lié à cette histoire. Donc je pense qu'il faut revendiquer cet héritage-là et en faire une force et non pas comme un facteur de division, mais au contraire un facteur de dépassement. C'est ce que vous avez dit dans votre introduction, je le répète encore en citant Édouard Glissant. Voilà donc pour l'audition de Jean-Marc Ayrault, le président de la mission de la mémoire de l'esclavage des traites et de leur abolition, une audition devant la délégation sénatoriale aux Outre-mer. C'est François Hollande qui, avant de quitter l'Élysée, avait confié cette mission à son ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui se donne, vous l'avez entendu, 1 an pour collecter les fonds nécessaires à la création de cette fondation sur l'esclavage. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.